Bonjour, ravi de vous retrouver sur l'antenne de CNews cet après-midi. C'est parti pour une nouvelle édition de 90 minutes info. On va évidemment revenir à la polémique Jean-Michel Blanquer qui s'est invité dans l'hémicycle cet après-midi. On va en débattre avec nos invités que je vous présente sans plus tarder. Bienvenue à vous, Christophe Selzer. Vous êtes directeur de Génération Libre. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. À vos côtés, Laurence Saillet, que je ne présente plus, chroniqueuse régulière sur notre antenne et 90 minutes info en particulier, ainsi d'ailleurs que Jean-Sébastien Ferjou. Bienvenue à vous. Je rappelle quand même que vous êtes directeur de la publication d'Atlantico. Et puis, on accueille en ce mardi Charles-Henri Gallois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président, vous, de Génération Frexit. À ne pas confondre, on a deux générations sur ce plateau, pas à proprement parler. Alors, on va parler évidemment de la gauche, qui a de nouveau réclamé la démission de Jean-Michel Blanquer. La première question, aujourd'hui, lors des questions au gouvernement, portait précisément sur ce qu'il a fait depuis Ibiza. Vous savez, il y a cette polémique autour du protocole de rentrée qui a été communiqué à distance, à travers la presse, avec toujours cette idée d'un manque de lisibilité autour des consignes qui étaient données. Et c'est en train de faire boule de neige. Il a été sommé de s'en expliquer sur ce travail à distance. Voici sa réponse à Jean-Michel Blanquer qui s'excuse quand même à demi-mot. Est-ce qu'il y a des réunions ou des éléments que je devais faire pendant cette période que je n'ai pas fait à cause de ça ? Non, bien sûr. Il y a, je le reconnais, une symbolique. Il se trouve que le lieu que j'ai choisi, j'aurais dû en choisir sans doute un autre. La symbolique, je la regrette. Mais pour le reste, Madame la députée, depuis 2 ans, avec la majorité, avec mes équipes, avec tous les professeurs de France, nous tenons la politique de l'école ouverte. C'est cela qui est l'essentiel et nous ne nous perdons pas dans l'accessoire. Charles-Henri Gallois, je vais commencer avec vous. C'est un faux procès, c'est une erreur de communication, quoi qu'on en dise. Ce qui pose problème, au fond, c'est quoi? C'est le fait qu'il l'ait accordé via une interview, ce protocole, qu'il l'ait annoncé comme ça, et ça dénote quoi? Un manque de rigueur pour vous? Moi, je pense que cette histoire d'Ibiza, en soi, c'est anecdotique. On ne peut pas demander une démission là-dessus. C'est sûr que c'est un manque de discernement, parce qu'au moment où vous avez la rentrée, que le gouvernement n'arrête pas de dire qu'il est en guerre. Quand on est en guerre, généralement, on est sur le front, on n'est pas en train de siroter des mojitos sur la plage à Ibiza. Donc là, il y a une erreur de discernement. Mais après, de là à demander la démission, non. Là où on peut accuser Jean-Michel Blanquer, c'est évidemment sur le protocole et les errements. Enfin, 4 changements de protocole en 10 jours. Rendez-vous compte de l'enfer pour les enseignants, pour les parents d'élèves, pour les enfants eux-mêmes. L'histoire de 3 tests pour les enfants, enfin, c'est un enfer. Les parents ne peuvent pas s'organiser. Et c'est là-dessus qu'on peut l'accuser. Là-dessus, d'ailleurs, qu'on pourrait demander une démission, mais pas sur cette histoire d'Ibiza qui est avant tout symbolique. Allez, Christophe Selzer, même question sur votre appréciation de cette erreur symbolique de communication. Alors d'abord, il ne faut pas regretter Ibiza. Enfin, j'imagine qu'il a voulu y aller, c'est très bien et c'est son choix personnel. Est-ce qu'il est allé en Espagne voir si les boîtes de nuit étaient ouvertes? Est-ce qu'il a voulu jouer au DJ comme dans les heures fastes de sa jeunesse? Je ne sais pas, peut-être, ça ne me regarde pas. En fait, quelque part, je m'en fous. C'est sa vie privée. Bon, il était en plus, je crois, à 2 heures d'avion de Paris, ce qui est à peu près la règle qui était fixée, la condition je crois, depuis le début du quinquennat. Évidemment, le message reste désastreux en termes de com et on est bien tous là pour en parler. Mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas rentrer dans une excessive moralisation de la vie politique. Éric Zemmour, d'ailleurs, était à Saint-Martin exactement au même moment alors qu'il a une campagne électorale à mener. Et puis après, sur le fond de la polémique, le Parisien, je crois que juste avant cet entretien, en fait, tout avait été communiqué sur le site internet de l'Éducation nationale. Et puis après, je crois que sur le fond, je comprends les parents qui sont effectivement complètement désemparés, et les écoles elles-mêmes et les enseignants qui manifestent. Je pense qu'on a un problème d'école qui est beaucoup trop centralisé. Avec Génération Libre, on est en train de travailler une prochaine publication pour plus d'autonomie dans les écoles primaires, notamment. Moi, je suis interpellé par le fait que je trouve facilement du gel hydroalcoolique, des masques dans tout un tas d'établissements. Oui. J'en mets moi-même à disposition dans mon association. Pourquoi est-ce qu'on n'a même pas ça dans les écoles? Et pourquoi est-ce qu'on a ce ping-pong entre l'État et les collectivités territoriales pour les fameux, je ne sais pas comment on appelle ça. Les capteurs de CO2. Exactement. Donc je pense qu'en fait, il faudra donner beaucoup plus d'autonomie à chaque établissement en propre pour qu'il puisse faire face lui-même et peut-être édicter et choisir lui-même ses règles et pour en sortir de ces grands protocoles nationaux trop centralisés. Alors, on va écouter la réaction quand même des Français, parce qu'on reste un petit peu sur ce qui est le fait du jour. Les Français, vous allez voir qu'ils sont plutôt cléments à l'adresse de Jean-Michel Blanquer, en tout cas dans la deuxième partie des réactions qu'on a recueillies à Lille.
Normalement, il devrait aussi soutenir aussi ses collègues pour tout ça, quoi. Je veux dire, c'est pas le moment de prendre des vacances. C'est une maladresse. C'est plus qu'une maladresse. Je me suis dit que son poste, ce n'était pas d'aller à Ibiza, d'être présent dans les écoles au moment de la rentrée avec tout ce qui se passe actuellement. Maintenant, on travaille à distance. Je vois pas où est le problème. Les communications sont faciles. Les gens font du télétravail. On peut travailler à distance, avoir des résultats à distance, etc. Moi, qu'il soit à Ibiza, qu'il soit à Paris ou autre, je m'en fous. Tant qu'il était au travail, en soi, je vois pas bien où pourrait être le problème. Jean-Sébastien, il y a un acharnement autour de Jean-Michel Blanquer aujourd'hui. Est-ce qu'il doit vraiment servir de fusible à Emmanuel Macron ou le président doit être seul tenu responsable de la cacophonie ambiante ? En tout cas, sur l'histoire d'Ibiza, moi je trouve que c'est une polémique complètement absurde, surtout à l'heure où on exige le télétravail et on menace les entreprises qui ne le font pas, qui ne le feraient pas d'amende. Donc, c'est quand même totalement absurde. Après 2 ans de télétravail, la symbolique peut-être, mais le sujet n'est pas celui-là. Le sujet, il est le bilan précédent de Jean-Michel Blanquer. Et là-dessus, on peut dire 2 choses. Probablement, il y a un défaut de politique, de sens politique chez Jean-Michel Blanquer, parce qu'il a lui-même commencé à balancer en disant « Mais arrêtez de me regarder moi, regardez Olivier Véran. Ça n'est pas le ministère de l'Éducation nationale qui décide des protocoles sanitaires, c'est le ministère de la Santé. Ça n'est pas moi qui ai décidé que l'interview ne soit publiée qu'à 18h dans le Parisien. C'est le cabinet d'Olivier Véran et Matignon qui n'ont pas validé l'interview plus tôt parce que Olivier Véran voulait que la lumière soit portée sur lui puisqu'il avait le même jour une interview dans le journal du dimanche. Donc la cacophonie, oui, il y a une forme de désorganisation gouvernementale et on voit qu'Emmanuel Macron a beau tout centraliser, et ça ne fonctionne pas. Et je préférais que l'opposition se concentre sur précisément ce qui n'a pas été fait. C'est-à-dire qu'il y a un très bon bilan, incontestablement, à mon sens au moins, de Jean-Michel Blanquer avec cet objectif d'avoir maintenu les écoles ouvertes. Ça, je pense que vraiment, par rapport à ce qu'ont connu beaucoup d'autres pays, pour les enfants, c'était un avantage énorme. En revanche, nous ne nous sommes pas donné les moyens, vous l'évoquiez, les capteurs de CO2, la purification, les masques FFP2, le pooling, les tests salivaires. Beaucoup de promesses qui ont été faites au fil de l'eau n'ont pas été tenues ni par le ministère de l'Éducation nationale, ni par le gouvernement. Et c'est ce bilan-là que l'opposition devrait questionner. On s'en fout éperdument qu'il soit à Ibiza. Laurence Saillet, il y avait une intention, maintenir les écoles ouvertes coûte que coûte, et ça c'était la bonne, mais on ne s'est pas donné les moyens de la mettre en œuvre de manière adéquate. Moi, je suis très attentive à la situation actuelle et je pense qu'il faudrait vraiment faire un bilan à ce jour de la manière dont sont menés les tests et les protocoles. Parce que peut-être qu'il faut aussi revoir les choses. Et je pense que c'est ça qui est important, d'essayer de réfléchir à ce qui est en train de se passer avec les difficultés des parents, plutôt que de rester sur les 4 jours de vacances. Après, il peut aussi repréciser le processus de prise de décision pour démontrer qu'effectivement, le fait qu'il ait été en Espagne à ce moment-là n'a pas changé quelque chose au processus de décision et au fait qu'il y ait une publication tardive de ces données. Ça, c'est bien qu'il fasse la lumière là-dessus. Mais là, aujourd'hui, il est temps de refaire un point. Parce que pendant qu'on parle de ça, des vacances de Jean-Michel Blanquer, les parents, ils vivent un quotidien et je pense qu'ils ont besoin d'être entendus. Il y a une double difficulté. Parce que tout le monde dit c'est n'importe quoi ce protocole. Mais quand vous écoutez à la fois les professeurs et les parents, vous vous rendez compte que les demandes sont antinomiques. Les parents veulent moins, si vous voulez, de pression et de protection, et les professeurs en veulent plus. Donc vous retrouvez dans la rue des personnes qui veulent des choses opposées, et vous laissez l'impression que tout le monde est contre les décisions qui sont prises. On va aller dans l'hémicycle écouter une question du député de la France Insoumise. Donner des réponses concrètes aux revendications exprimées. Pour cela, vous avez reçu, Monsieur le Premier ministre, les organisations syndicales, vous-même, et ainsi avez acté que votre ministre était désormais affaibli. Ces erreurs répétées, ces provocations, son style autoritaire, sa façon de moquer les grévistes, exacerbent la colère légitime du monde enseignant contre votre politique. Mais les révélations d'hier du site Mediapart, je le dis, ajoutent de l'indignation à la colère. Soyons précis, où est le problème ? Si nous avons bien compris, dès le vendredi 31 décembre, le ministère de la Santé avait établi un protocole sanitaire. Il était fixé dès le samedi 1er janvier à l'Éducation nationale. Mais le ministre a préféré s'engager dans une opération de communication, donnant une interview samedi, prenant le temps, acceptant que son interview soit publiée le 2 janvier, quelques heures avant la rentrée. Que de temps perdu pour une simple opération de communication qui a mis dans l'embarras toute une profession et les parents. Mais le pire, c'est que cette interview était accompagnée de photos flatteuses du ministre, tout à sa tâche dans son bureau, alors qu'il était en réalité au même moment à Ibiza, lieu peu connu, avouons-le, pour le recueillement. Oui, je le dis clairement, devant tant de temps perdu, devant l'obsession de la com, devant tant d'erreurs de fond comme de forme,
Il est temps que le ministre démissionne. Ensuite, voici ma question concernant l'enseignement supérieur. Allez-vous, et je vous demande une réponse claire, allez-vous augmenter les droits d'inscription à l'université, tel que le président de la République l'a dit? Pouvez-vous répondre clairement à cette question simple qui concerne nos étudiants actuels et futurs, qui rencontrent déjà beaucoup de difficultés, qui ont vu leur droit d'inscription augmenter et qui sont trop nombreux à être placés en situation de précarité? J'entends une réponse, oui ou non. La parole est à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Corbière. La réponse, je l'ai donnée tout à l'heure. Vous avez inventé le fait que le Président de la République a dit que les droits d'inscription allaient augmenter. Où avez-vous lu ou entendu cela? Monsieur Corbière, c'est assez simple. J'ai lu tout à l'heure la phrase entière du Président de la République. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, cela n'a jamais été prononcé. Par contre, je peux vous dire ce que nous avons fait. Concrètement, 3 ans que nous gelons les droits d'inscription pour tous les étudiants. 3 ans que nous gelons les loyers des Crous. 3 ans que nous revalorisons les bourses sur critères sociaux. Alors, Monsieur Corbière, arrêtez d'essayer de faire peur aux étudiants. Vous dites que vous les aimez, mais arrêtez de les angoisser avec des choses que le Président de la République n'a jamais dites. Il n'y a pas d'agenda caché, monsieur le député. Et plutôt que d'essayer d'instrumentaliser les étudiants, écoutez-les. Écoutez-les quand ils disent de quoi ils ont besoin et ce qu'ils veulent pour l'avenir. Ils veulent des formations de qualité. Ils veulent être capables d'être insérés dans le monde professionnel. C'est ça que nous disent les étudiants. Et d'ailleurs, il me semble que c'est ce que votre leader propose aussi en renforçant la professionnalisation et la certification. Alors, un petit peu de cohérence, monsieur Corbière. Je crois que les étudiants ne se laissent pas avoir par vos indignations de gazelle. Merci, Madame la Ministre. Voilà pour cette intervention. C'est Frédérique Vidal qui a répondu alors que Jean-Michel Blanquer était initialement interpellé par Alexis Corbière. On va évidemment rester sur cette problématique de l'école. Vous le savez, il y a eu un nouvel appel à la grève pour ce jeudi. On sait que ça a été très suivi la semaine dernière. Pas sûr que les profs répondent aussi présents cette semaine. Je vous propose de regarder ce qui est en jeu, parce que visiblement, ils n'ont pas trouvé de réponse adéquate aux questions qui étaient les leurs, même à l'issue du rendez-vous à Matignon, vous vous en souvenez, avec Jean Castex et donc Jean-Michel Blanquer. Regardez ce reportage et on en parle ensemble. Jeudi, plusieurs syndicats appellent de nouveau à une journée de mobilisation des enseignants. Devant cette école, les parents comprennent les inquiétudes des professeurs. On ne peut que soutenir les professeurs et directeurs d'école. On a des protocoles qui varient tellement de jour en jour. C'est vrai qu'il faut tester, mais en fait, on peut le faire tous les jours, on peut tester tous les jours nos enfants. Et c'est très lourd en fait. Je pense que là, il faut qu'on prenne plus en compte l'école, le bien-être des enfants et de leurs enseignants. Pour les syndicats, une nouvelle journée de mobilisation est essentielle. Les masques ainsi que les capteurs de CO2 promis par le gouvernement ne sont toujours pas arrivés, alors que le nombre d'élèves positifs à la Covid ne cesse d'augmenter. Moi, j'ai entendu ce matin une collègue qui m'a interpellé pour me dire il y a 8 cas de Covid dans la classe de petite section de son école. Dans la classe de mon fils, qui a 3 ans en petite section, il y a 6 cas de Covid. Vendredi, il y a 6 cas de Covid. Les classes ne sont pas fermées. Donc on veut un retour au protocole initial, c'est-à-dire un cas, une fermeture et un suivi pendant 7 jours. Pour sensibiliser leur ministère, des enseignants vont relier Roubaix à Paris à vélo. Objectif, se faire entendre par leur ministre de tutelle. Bon, Charles-Henri Gallois, il y a visiblement du retard. Non, mais il y a du retard à l'allumage par rapport à ce qui avait été promis. Vous comprenez que ce mouvement perdure aujourd'hui chez les profs ? Comme ça a été dit tout à l'heure, effectivement, il y a des demandes contradictoires. Les enseignants qui veulent plus de mesures et grosso modo les parents d'élèves et même les enfants qui voudraient moins de mesures. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a un anachronisme en fait dans les actions du gouvernement. Parce que quand vous regardez, le gouvernement durcit, que ce soit sur le pass vaccinal ou même sur le protocole à l'école, alors même que les hospitalisations baissent, alors même que les études, que ce soit en Californie ou au Danemark, montrent que Omicron a une létalité qui est même plus faible que la grippe saisonnière. Alors est-ce qu'on va garder des mesures quand on va avoir une grippe saisonnière ? On a 3 semaines de retard, voilà. Disent certains épidémiologistes sur la réalité. On a un retard à l'allumage et d'ailleurs ça se voyait venir. J'ai fait un tweet à la mi-décembre où je regardais les chiffres au Botswana en Afrique du Sud. On voyait bien que par rapport au nombre de cas, il y avait une décorrélation en fait par rapport aux hospitalisations et à la mortalité. Et quand on regarde, en fait, la France est à rebours. Vous avez le Royaume-Uni, j'avais une interview ce matin dans la matinale de Talk Radio,
et ils étaient effarés en fait que la France prenne des mesures liberticides comme le pass vaccinal. Ils étaient effarés en fait de cette mesure-là. Et le Royaume-Uni, c'est tout l'inverse. À la fin janvier, ils avaient un pass ultra light, en gros pour les concerts et les boîtes de nuit, etc. Ils sautent à la fin janvier. Le masque pour les enfants saute à la fin janvier au Royaume-Uni. Et en France, on fait le chemin inverse où on durcit les mesures alors qu'on touche finalement à la fin de l'épidémie. On pense, et on peut penser en tout cas, que ces mesures sont plus politiques maintenant que sanitaires, et je pense que c'est regrettable et ça pénalise les élèves et les parents d'élèves. Laurent Saillet, certains disent, au fond, on voit dans la presse du jour d'ailleurs, les Français s'impatientent, au fond, avec ce qu'on observe et cet espoir d'une décrue assez rapide finalement d'Omicron, même s'il sera peut-être suivi d'autres vagues, mais enfin on n'en est pas encore là. Il faut un peu laisser filer ce virus, le laisser circuler. C'est un peu le sentiment ambiant de plus en plus. Non, mais le sentiment ambiant, mais je ne comprends pas déjà cette comparaison avec le Royaume-Uni. Déjà, le Royaume-Uni a été atteint par Omicron 15 jours, 3 semaines, voire 1 mois avant la France. Il faut arrêter de comparer pays par pays. Chacun a son rythme, chacun a des décalages de rythme. Sinon, on est tout le temps en train de dire « Ah ben vous voyez, l'Espagne, ils ouvrent tout, on devrait ouvrir. L'Espagne referme, on devrait refermer. » Chaque pays a sa stratégie. Et je ne pense pas qu'on ait à rougir de la stratégie qui a été mise en place, notamment sur la couverture économique et l'aide qui a été apportée aux entreprises. Donc il faut avancer point par point. Dire qu'Omicron, c'est rien, c'est une absurdité. Il y a quand même des gens touchés par Omicron et qui sont malades. Moins qu'avec Delta, certes, mais ça existe. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Moi, personnellement, j'ai des enfants, je n'ai pas envie quelque part qu'ils aient la Covid. Peut-être que vous n'en avez pas peur, mais on n'a pas envie que nos enfants aient la Covid parce qu'il y a quand même des enfants qui ont été hospitalisés de manière beaucoup plus importante et des enfants en réanimation. Alors aujourd'hui, de dire qu'on prend des contraintes abusives, lesquelles? Les restaurants sont ouverts, les entreprises fonctionnent. On a vu qu'avec le pass, et on y reviendra tout à l'heure, on a évité, contrairement à beaucoup qui ont voulu nous dire que c'était inutile, et des morts, et on a gagné 0,6 points de PIB. Donc il y a un moment à toujours critiquer ce que fait la France par principe, ça te paraît absurde. Et là, on voit bien, les professeurs veulent la fermeture de classe à 1 cas. Les parents ne veulent pas du tout ça. Donc vous voyez bien qu'il faut trouver une solution entre les deux. Sinon, vous déplaisez aux uns ou aux autres, et dans les deux cas, de toute façon, ce n'est pas la bonne solution. Christophe Selzer, le pass vaccinal a-t-il encore un sens aujourd'hui avec ce qu'on observe? Non. Et le pass sanitaire n'en avait déjà pas pour nous, puisqu'on avait publié une petite note fin décembre pour juger de la proportionnalité de la mesure. Et on voyait que d'un point de vue sanitaire, on mélangeait des non-vaccinés. On voit la note du Conseil d'analyse économique. Parce qu'on va détailler c'est pas le cas de tout le monde, mais on va le laisser quand même terminer sa démonstration, puis après on vous fera réagir. D'un point de vue sanitaire, on constatait juste que ça avait, en juillet, poussé les Français à se vacciner. Ce qu'on peut considérer être comme un bon objectif. Mais ensuite, en décembre, ça servait plus à rien du point de vue sanitaire. Une fois que vous êtes vacciné, vous êtes vacciné. Alors du coup, il n'y a pas besoin de passe vaccinal. Non, du coup, d'un point de vue juridique, moi, ce qui m'embête beaucoup, c'est qu'en France, il n'y a pas d'obligation à se faire vacciner. Et on est en train d'introduire une discrimination entre les vaccinés et les non-vaccinés. L'obligation vaccinale. Je pense qu'il faudrait ouvrir sur un débat. Avec quelle sanction, alors ? Je pense qu'il faudrait ouvrir un débat sur l'obligation vaccinale. D'abord, voir sur une base scientifique, que le Parlement puisse même aller chercher des scientifiques pour que ce soit pas seulement l'apanage du Conseil scientifique. C'est tout et son contraire. Vous pensez que c'est pas utile d'avoir fait vacciner les gens grâce au pass, mais vous pensez qu'il aurait été utile de les y obliger. Je m'oppose au principe le pass sanitaire. C'est le pass sanitaire du pass quel qu'il soit. Parce alors, que ça amène la vaccination à protéger. Venons-en à ce rapport du Conseil d'analyse économique qui nous dit, en gros, on aurait, grâce au pass sanitaire que vous décriez, sauvé ou évité 4000 morts supplémentaires pendant cette crise. Vous vouliez le démonter ou le corroborer chiffre par chiffre, ce rapport? Je suis très surpris de la logique intellectuelle qui a été déployée par le Conseil d'analyse économique, justement, sur le fameux impact du pass sanitaire. Parce que quand on regarde les chiffres de la vaccination, le pass sanitaire a eu un impact très fort, effectivement, sur le mois de juillet, sur la deuxième quinzaine de juillet. Derrière, ça a eu un impact sur les tests. Que fait le Conseil d'analyse économique? Il regarde la courbe de la vaccination avant. Il oublie totalement le contexte du printemps 2020, c'est-à-dire il oublie les polémiques sur AstraZeneca. Soit dit en passant, Emmanuel Macron porte quand même une responsabilité, je pense, dans le doute vis-à-vis des vaccins, parce qu'il est quand même celui, parce qu'il aime faire le roquet vis-à-vis du Royaume-Uni et du Brexit, il considérait que ce vaccin-là étant britannique, forcément, il n'était pas efficace. Je vous rappelle quand même, ça a été la politique officielle du gouvernement. Donc bref, le Conseil d'analyse économique... Il y a eu les cas de thrombose aussi, vous savez. Bon. Oui, mais certes, mais ça n'était pas l'argument qui a été employé à ce moment-là. Il disait que ça n'était pas
efficace. Donc le Conseil d'analyse économique fait abstraction du contexte du printemps, c'est-à-dire il oublie que la vaccination n'était pas ouverte en population générale. Les moins de 50 ans, ça n'est qu'à partir du mois de juin que ça a été ouvert. Donc il prend une courbe comme si c'était la même qu'au mois de juillet, la même situation, c'est-à-dire avec le même volume de doses Pfizer disponibles. Ça n'était pas le cas au printemps. Encore une fois, il y avait beaucoup de doses AstraZeneca qui n'étaient pas repris. Et puis il oublie des choses. Il dit, bon, comme on ne sait pas mesurer le fait que peut-être le pass sanitaire a dissuadé les gens de respecter les gestes barrières, on ne le prend pas en compte. Mais comme ça a poussé les autres à faire plus de tests, on doit considérer que ça s'équilibre. Mais d'un point de vue rigueur intellectuelle et scientifique, je vous assure, et par ailleurs, il n'y a aucune comparaison, c'est quand même le meilleur, aucune comparaison avec des pays qui ont de meilleurs chiffres que nous, encore à l'heure actuelle, sur les primo-injections, sur les doses de rappel, les troisièmes doses. Il n'y a aucune comparaison avec des pays qui n'ont jamais eu d'obligation vaccinale, jamais eu de passe. Donc, autant vous dire que la validité du raisonnement, elle est absurde. Après, ça n'enlève rien à l'intérêt de la vaccination en soi. La question n'est pas celle-là. Je sais que Laurence Saillet va encore nous faire pleurer sur les soignants qui sont confrontés à des non-vaccinés dans les hôpitaux. Mais ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est quelle est la meilleure méthode pour convaincre les gens. La parole à la défense du rapport. Oubliez votre phrase, Laurence Saillet va vous faire pleurer sur les soignants, parce que je pense que ça ne vous grandit pas, effectivement, les soignants. Parce que c'est l'argument que vous n'en pleuriez pas et que ça vous soit égal, c'est votre choix. C'est pas le sujet. Pour moi, si on s'attache au rapport. Cet argument-là qui est indigne. Monsieur Ferjou, qui détient la vérité absolue, dit que le Conseil d'analyse économique fait n'importe quoi. Néanmoins, il dit que la méthodologie est contestable. Les économistes ont dit la même chose aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, excusez-moi, je suis peut-être trop basique, mais il y a beaucoup de Français quand même qui pensent comme moi, même si je ne suis pas en majorité sur les plateaux. Je vais vous dire une chose. Quand le pass sanitaire a été annoncé, il y a des millions de Français qui ont été vaccinés. On a démontré par la suite que lorsque l'on était vacciné et que l'on était atteint du Covid, la malchance, le risque d'aller en réanimation ou en soins intensifs ou d'être hospitalisé était très faible. Donc excusez-moi d'avoir une logique simple, puisque le pass a augmenté le nombre de Français vaccinés, le pass a donc protégé les Français. Sur ce point, je vais finir sur ce point-là. Parce que tous ces Français qui se sont vaccinés, quand ils ont été atteints de la Covid, justement, ils n'ont pas, sauf pour les immunodéprimés, étaient en réanimation. Mais tous ces gens-là que le pass a pu sauver, tant mieux. Maintenant, qu'on en fasse un outil politique pour dire que tout ce que fait le pouvoir en place n'est pas bon, etc., chacun y verra les conséquences après. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de pouvoir encore continuer la vaccination. C'est la vaccination qui protège et le pass qui a amené les Français à se faire vacciner. Le pass qui a amené les Français à prendre rendez-vous pour se faire vacciner, c'est une réalité. Allez voir ce Doctolib à protéger les Français. La vaccination, merci. La vaccination, 32 000 injections, primo-injections par jour, c'est en train de stagner, ça redescend quand même. Allez, on s'interrompt quelques minutes et on revient. Vacciné, il y en a moins de prise de rendez-vous. Pour parler aussi de la hausse, on va parler de la hausse des tarifs du carburant. Ça aussi, c'est une source d'inquiétude pour les Français, vous le savez, puisque la facture grimpe à peu près chaque jour à la pompe. À tout à l'heure. Du retour au débat, on est toujours en compagnie de Christophe Selzer, Laurence Saillet, Jean-Sébastien Ferjou et Charles-Henri Gallois autour de cette table. Et on va parler du prix des carburants. Vous l'avez forcément constaté si vous conduisez, si vous êtes motorisé, des tarifs qui ont atteint un record même la semaine passée, puisque le gazole dépasse maintenant les 1,60 € le litre, dans un contexte, vous le savez, de hausse des cours du pétrole. Et Jeanne Cancard, vous êtes allée vérifier à la pompe que ça a commencé à grincer des dents un petit peu du côté des automobilistes. J'imagine qu'ils font un peu la grimace quand ils voient le compteur tourner. Oui, Nelly, les phrases qui reviennent les plus souvent dans la bouche des automobilistes que nous rencontrons, c'est mais quand est-ce que ça va s'arrêter? On a l'impression que ça s'arrête jamais. Et c'est vrai, les prix, les tarifs des carburants ne cessent d'augmenter depuis plusieurs mois. Alors ici, concrètement, regardez par exemple pour le samplon 95, un carburant qui est très utilisé par les Français, on atteint 1,72 € le litre. Alors c'est un montant qui correspond à la moyenne nationale relevée la semaine dernière. Et regardez, autre carburant très plébiscité depuis plusieurs années, le gasoil, le diesel, qui là est à 1,67 €, plus d'1,67 € le litre. Au niveau national, on est à 1,65 €. Il faut savoir que c'est quasiment plus de 20 centimes supplémentaires par rapport à l'été dernier. Alors forcément, quand on parle de ça aux automobilistes, ils nous disent que ça commence à être très compliqué pour la fin du mois au niveau du portefeuille. Alors comment expliquer cette inflation? Par une raison assez simple, la demande internationale est très élevée en raison de la reprise économique après 2 ans de pandémie, alors que de l'autre côté, l'offre des pays pétroliers, elle,
est très limité. Il faut savoir que ces records historiques qu'on atteint, ils sont donc évidemment supérieurs au montant qui a été appliqué juste avant le début de la crise des Gilets jaunes. Vous savez, c'était justement à cause de l'augmentation du prix de l'essence que ce mouvement avait débuté. Alors quand on parle un petit peu aux automobilistes ici, eh bien ils nous disent qu'ils espèrent fortement que le gouvernement arrive à bloquer les prix à la pompe. Mais pour l'instant, c'est pas au programme et ces prix, ils devraient même encore augmenter au moins pendant plusieurs semaines. Merci beaucoup, Jeanne, pour toutes ces précisions. Christophe Salzer, on revient un petit peu à un thème de débat qu'on a déjà eu il y a un mois ou deux, quand il était question potentiellement de bloquer. Finalement, le gouvernement, vous vous en souvenez, avait opté pour, c'était en octobre précisément, pour une indemnité inflation qui englobait d'ailleurs une sorte de panier pour lutter contre l'inflation. 100 € pour 38 millions de Français. On imagine qu'il aura du mal à rééditer ce petit coup de pouce. Que peut-il faire aujourd'hui, à votre sens, sachant que ça va quand même être un sujet de campagne, et on sait que ça reste prégnant? Je pense qu'on pourrait en fait généraliser ce principe de chèque inflation. Ça va être la fin de mon raisonnement. Mais ce que je veux dire au tout début, c'est que le prix augmente, c'est probablement temporaire. Il y a plein de facteurs qui expliquent ça, mais notamment la pandémie. Mais quand le prix augmente, soit vous le faites payer aux consommateurs, soit c'est l'État qui met de l'argent du contribuable, qui en fait exactement nous aussi. Donc de toute façon, c'est un peu illusoire de vouloir bloquer les prix. Enfin, on peut le faire de façon temporaire, mais à la fin, ça revient au même. C'est ça mon propos. Et surtout, je pense qu'il ne faut pas... je sais que c'est pas forcément très populaire, mais je ne pense pas qu'il faille baisser les taxes. Et en revanche, je m'interroge sur le fait que je crois que le kérosène n'est pas aussi taxé du point de vue de l'émission carbone que le gazole. Je pense qu'il faut continuer dans cette direction, mais il y a d'autres moyens de le faire. C'est-à-dire, au lieu de demander aux gens c'est la même chose sur l'électricité, par exemple, de baisser le thermostat de 2 degrés pour tout le monde ou que sais-je, on peut se dire, on met un prix sur ce carbone-là. Il y a tout un tas de mécanismes à réfléchir parce que rien n'est complètement abouti sur la consommation, sur la production, mais faire payer l'externalité négative et éventuellement même le redistribuer directement aux consommateurs. Certains l'imaginent comme notre expert François-Xavier Oliveau, c'est-à-dire même sous la forme d'une dividende en fait qu'on verserait, et même peut-être si on veut avec des aspects redistributifs dedans. Mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas diminuer ces taxes, et effectivement l'écologie aura un coût à l'avenir. Jean-Sébastien Ferjou, vous êtes d'accord avec ce raisonnement? Consiste aussi à appeler un peu à une forme de responsabilité. Oui, sur l'intérêt d'une taxe carbone, oui, mais je pense que c'est un autre sujet que celui des prix du carburant dans l'immédiat, parce que malgré tout, sur les taxes, il faut voir que ça rapporte la hausse des prix du carburant rapporte énormément à l'État, puisque les taxes sont un pourcentage. Oui, mais ce que je veux dire par ailleurs, c'est un pourcentage du prix. Donc vous voyez bien que si ça coûte, admettons, 2 € le litre, ça rapporte forcément beaucoup plus à l'État que si le carburant était à 1 € le litre. Le sujet, c'est est-ce que cet argent supplémentaire que l'État voit rentrer dans ses caisses en raison de la hausse des coûts du carburant, il le consacre à alléger la facture pour les Français, quitte à le cibler sur les catégories les plus fragiles? La réponse est non. Les dispositifs annoncés par le gouvernement ne compensent pas en réalité ce qui surrentre dans les caisses de l'État sans que l'État n'ait rien fait. Je veux dire, il ne le mérite pas. Ça n'est pas l'État qui est responsable pour le coup de la hausse en tant que telle, ni de la surrentrée fiscale, puisque vous l'avez dit, ce sont des tensions géopolitiques. Le fait aussi qu'Omicron soit moins grave et donc que les marchés s'attendent à une reprise plus forte de l'économie. Le sujet, c'est est-ce que le gouvernement devrait revenir à une logique plus proche de ce qu'on a connu dans le passé avec une TIPP flottante, c'est-à-dire une taxe qui s'adapte quand même, et ne devrait-il pas quand même ressortir de ces caisses? Ça renvoie à la bonne gestion du gouvernement, et c'est là où le sujet malgré tout de la gestion de la crise et de à quoi avons-nous tous les milliards consacrés à la gestion de la crise étaient-ils également utiles? Il y a beaucoup d'incertitude, pour ne pas dire d'insincérité, dans la manière dont le projet de loi de finances a été construit pour 2022, puisqu'il repose sur des hypothèses qu'on sait d'ores et déjà fausses. Le sujet, il est quand même celui de la rigueur de la gestion budgétaire de l'État, parce que c'est cette condition-là qui permettra un geste social pour les gens qui en ont vraiment besoin. France, ce qu'il nous dit en gros, c'est qu'il n'y a pas de redistribution de cette rentrée d'argent. Oui, mais pas pour les Français. Pas à 100%. Si, puisqu'il y a eu le geste sur les 100... Enfin, mais pas à 100% de ce que ça rapporte. Personne ne se le met dans la poche, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a toujours l'impression que c'est le gouvernement qui donne ou qui prend de l'argent, comme si les politiques prenaient de leur porte-monnaie. C'est une gestion globale des deniers des Français, de toute façon, d'une manière générale. Moi, je pense qu'il faut que ce soit... Oui, on sait que vous êtes contre tout ce qui est fait, mais je vais essayer d'aller quand même au bout de mon propos. Je pense qu'il faut être très, très vigilant, justement, à ce prix du carburant, parce qu'effectivement, c'est un grand facteur d'injustice pour les gens qui sont dans les territoires et qui ont des revenus qui sont considérés comme faibles ou moyens. Dès que le carburant augmente,
vous ne pouvez pas choisir de baisser ce poste de dépense, puisque bien souvent, votre voiture, elle vous amène à aller à votre travail ou à amener vos enfants à l'école. Et donc, c'est, on va dire, un budget incompressible qui, pour certaines familles, est vraiment une variante qui peut faire qu'elles basculent ou pas dans des situations difficiles. Donc, il faut être très vigilant. Sur l'histoire de la taxe flottante, le problème, ça a toujours été qu'on diminue les taxes, mais au moment où il faut les réaugmenter, c'est là où toujours c'est difficile de retourner en arrière. Mais bon, moi, je ne suis pas contre sur le principe. Mais quoi qu'il en soit, si on voit effectivement que les choses sont amenées à s'aggraver au niveau des prix, il faut prendre les choses en considération. Vous dites qu'il faudra songer à l'émission d'un nouveau chèque, quand vous dites qu'il faut être vigilant pour ces familles. De toute façon, évidemment, c'est les personnes qui sont le plus en difficulté qu'il faut aider, en priorité, évidemment. Maintenant, la solution miracle, elle n'existe pas. Il faut être vigilant sur l'évolution à venir des coûts, parce que si les coûts venaient à continuer à augmenter, il y a certaines familles pour lesquelles ce surcoût serait insupportable, et bien sûr, il faut leur venir en aide. Pour l'instant, Charles-Henri Gallois, on a quand même l'impression de tous subir sans que personne n'ait vraiment la réponse. Oui, alors pour moi, il y a deux dimensions. Il y a la dimension court terme et la dimension long terme. La dimension court terme, évidemment, c'est ce prix qui est trop élevé, on le sait. D'ailleurs, le prix du baril en tant que tel a déjà été plus élevé, mais les taxes ont augmenté au début du quinquennat Emmanuel Macron. Rappelez-vous, après, il y a eu les gilets jaunes et la deuxième hausse a été arrêtée. Mécaniquement, ça sera... Je pense qu'à court terme, le bon sens voudrait de baisser les taxes pour ne pas que les familles, effectivement, soient le couteau sous la gorge. Mais ça pose la problématique de long terme. Et le prix de l'énergie de manière générale, et je vais parler de l'électricité. Le long terme, c'est quoi? C'est se passer du pétrole et la transition énergétique vers l'électrique. Le problème, c'est que le gouvernement, à l'heure actuelle, est en train de saccager EDF du fait du marché de l'Union européenne de l'électricité, qui est complètement absurde, qui indexe le prix de l'électricité sur le gaz et qui force, au nom de la concurrence, on maintient des concurrents de manière artificielle en leur vendant à perte, quasiment EDF vend à perte par rapport au prix du marché à des concurrents, et donc il y a des pertes énormes pour EDF. Exactement. Je crois qu'il y a une quarantaine de... Voilà, donc on est dans un système complètement absurde, alors qu'on devrait mettre le paquet sur l'électrique, que les Français voient leur facture d'électricité qui là aussi augmente, c'est aussi un poste de dépense contrainte, eh bien on devrait investir dans l'électricité pour demain, investir dans le nucléaire, on est en train de faire un mécanisme du fait de l'Union européenne qui va coûter 8 milliards d'euros à EDF, et donc qui va, quelque part, mettre des boulets à EDF pour l'avenir et pour investir sur l'avenir. En plus de ça, ça coûte très cher aux Français. Donc les Français peuvent remercier l'Union européenne quand ils voient leur facture d'électricité qui augmente. Et pour le long terme, c'est une catastrophe parce qu'effectivement, il faudra se passer du pétrole. Et puis surtout, sur la facture d'électricité, il y aura forcément un rattrapage à un moment ou à un autre. On Exactement. Dit, rien en 2022, en 2023, mais après... C'est du très court terme. Le rattrapage, il est déjà là de facto. Il est déjà là mais pour les industriels, c'est-à-dire que les industriels qui, eux, n'ont pas des contrats qui sont plafonnés comme le consommateur moyen, vous imaginez bien que quand leurs coûts augmentent, c'est répercuté dans les coûts que paient les consommateurs. C'est une catastrophe pour l'industrie française. C'est quand même un sujet, quand on voit le record historique de déficit commercial, si on prend les stats d'Eurostat, de janvier à novembre, c'est 100 milliards d'euros, c'est absolument abyssal. Et ça va jouer aussi sur la prospérité de la France de demain, parce qu'un pays qui est massivement en déficit commercial tous les ans, c'est un pays qui s'appauvrit. D'accord avec ce constat, Christophe Selzer, la démonstration vous convainc ? Oui, en tout cas, ce qui m'inquiète, c'est de se dire que l'État ou un homme peut décider de qu'est-ce qu'il faut faire pour tout le monde, pour aller vite. C'est-à-dire, je préfère qu'on utilise un mécanisme de marché, ce qui n'est pas contradictoire avec un certain nombre de choses que vous disiez, un mécanisme de marché en mettant un prix, en fait, sur l'externalité négative et en suscitant par là même le fait que, je ne sais pas, le pétrole devient plus cher, que tel produit, en fait, devient plus cher, et donc diminuer la production de ça, en susciter d'autres, mais ne pas décider tout à coup de dire tout le monde prend du diesel et puis en fait on se rend compte 5-10 ans après qu'en fait ça marche plus. Donc de ne pas prendre non plus la parole publique pour argent comptant ou grand visionnaire. Vous avez raison, mais il y a deux sujets qui coexistent. Il y a le nudge en quelque sorte, ou l'incitation à X ou X comportement, quelle source d'énergie devons-nous utiliser, devons-nous réduire. Non mais voilà, mais ça c'est effectivement le sujet de la taxation en ce qu'elle vise à provoquer des comportements incitatifs ou désincitatifs d'ailleurs en ce qui concerne le pétrole. Après il y a le sujet de l'augmentation conjoncturelle des coûts et pour le coup comme je vous le disais qui rapporte quand même beaucoup d'argent à l'État. Le sujet c'est qu'à minima l'État pourrait neutraliser cet impact-là parce qu'on voit bien que de toute façon ça n'est pas parce qu'on a voulu désinciter à l'utilisation de la voiture que tout le monde peut se le permettre. C'est le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a des politiques qui sont décidées, mais je suis assez d'accord avec vous. Après, l'électricité, c'est encore un autre sujet, parce qu'on a créé un marché dans un contexte où il ne peut pas y avoir de marché, parce qu'il y a un seul producteur, qui s'appelle EDF, ou quasiment un seul producteur qui produit 90% de l'électricité en France. Donc, il faut séparer, je pense, les sujets, mais la question sociale, elle est
incontournable, parce que, encore une fois, on le paye à la fois à la pompe, mais on va le payer de toute façon dans l'inflation sur tous les autres produits mécaniquement. Alors, Laurence, un dernier mot là-dessus. On ne doit pas en perdre de vue ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire l'aspect humain. C'est ceux qui. Là, on réfléchit à des concepts sur le long terme. Non, d'accord, c'est un débat, j'entends. Mais eux, ce qu'ils se disent, c'est à quel moment ça va s'arrêter et jusqu'à quand je vais consacrer, je ne sais pas, 15-20% de mon salaire à payer de quoi me transporter. Évidemment, et c'est vraiment un vrai sujet de crise. Et on l'a vu au moment du démarrage des Gilets jaunes. Et on sait que c'est un vrai sujet de crise parce que dans le pouvoir d'achat, c'est une dépense qu'il faut pouvoir gérer quand on est notamment dans les territoires. Et c'est ce qui fait aussi l'opposition, comme on le dit souvent, Paris et les territoires où effectivement les gens subissent beaucoup plus cette augmentation quand vous habitez loin de votre travail. Alors avec tous ceux qui veulent effectivement laisser penser qu'on peut aller au travail en vélo, etc., c'est aussi des oppositions politiques et une vision, si vous voulez, du territoire qui est à revoir. Mais tout ceci, ça se décide bien par les politiques, c'est pas une personne, hein, c'est la démocratie, mais il faut faire des stratégies à moyen et long terme. Et c'est vrai que le système politique ne permet pas toujours de faire des stratégies à moyen et long terme parce qu'on est tout le temps en train de mettre des pansements et de réajuster selon des circonstances. Alors que quelle que soit la politique, il faut s'inscrire dans le temps et dans les années. Mais bien sûr, les consommateurs, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est des réponses pour finir le mois et pas pour finir la dizaine d'années à venir. À votre sens, est-ce que cette question peut être un sujet inflammable comme ça l'avait été, vous vous en souvenez, en 2018, oui, mais sachant qu'on n'est plus dans le même contexte de protestation parce qu'on a d'autres chats à fouetter, entre guillemets, ça peut quand même jouer, peser. L'inflation qui est certainement beaucoup plus conjoncturelle qu'il n'est structurelle, liée à la sortie de la crise du Covid. Maintenant, oui, parce que vous avez une augmentation de tous les prix, une augmentation des prix sur l'alimentation, une augmentation des prix des matières premières de manière générale. Avec l'affaire de la baguette, oui. Et nous sommes face à une crise énergétique majeure. Nous sommes vraiment face à une crise énergétique majeure. Vous voyez ce qui est en train peut-être de se préparer avec une possible invasion russe en Ukraine et quoi qu'il en soit, un bras de fer entre Vladimir Poutine et l'Europe. L'Europe s'est mise entre les mains de Vladimir Poutine. Et comme nous cédons en permanence à l'Allemagne n'est jamais dans la stratégie, elle privilégie ses intérêts à court terme. Donc vis-à-vis de la Russie ou vis-à-vis d'un certain nombre de pays, de la Chine, etc., de régimes autoritaires, elle privilégie l'exportation de ses machines-outils, de ses voitures, et elle privilégie son abonnement en gaz justement parce que les écolos allemands ont voulu fermer les centrales nucléaires. Mais derrière, l'Europe est dépendante de ce gaz qui vient de Russie. Et comme vous le disiez, quand on investit dans les renouvelables, la seule solution pour gérer les différentiels de production, c'est justement le gaz. Donc nous nous sommes mis dans une situation de terrible dépendance vis-à-vis de la Russie, avec justement des choix politiques qui étaient particulièrement malencontreux. Et cette donnée énergétique-là, elle risque de se faire beaucoup sentir sur ce premier semestre 2022. Et donc oui, d'avoir un impact social fort pour l'élection présidentielle. On va teaser un petit peu la suite du programme. On aura une dernière partie, on va parler politique. L'Europe, dans toutes les bouches cette semaine. Pas avec la même appréciation, bien sûr, de notre avenir européen. Vous le savez, Marine Le Pen a consacré tout un discours aujourd'hui à la manière dont elle comptait aborder cette problématique dans cette campagne. Et puis Emmanuel Macron va s'exprimer à Strasbourg demain devant le Parlement. Bonjour Gauthier Lebray. Vous avez suivi le discours de Marine Le Pen qui, au fond, n'a fait que renvoyer Emmanuel Macron et Valérie Pécresse dos à dos. Expliquez-nous un peu. Oui, tout à fait. Nelly, elle les surnomme les jumeaux. Elle a voulu marquer sa très nette différence avec les programmes d'Emmanuel Macron et de Valérie Pécresse. Par exemple, la primauté du droit français sur le droit européen. Et puis, faire cette conférence aujourd'hui, ça lui permettait de remettre en selle son duel avec Emmanuel Macron, puisque vous l'avez rappelé, il s'exprimera demain depuis Strasbourg. Et Marine Le Pen, elle veut cultiver ce duel avec Emmanuel Macron. Rappelez que c'est elle la principale opposante. C'est pour ça aussi qu'elle a fait, vous l'avez vu, cette vidéo au Louvre où Emmanuel Macron avait débuté son quinquennat, vidéo qui a été publiée ce week-end. Alors force est de constater que le programme de Marine Le Pen concernant l'Union européenne a bien changé par rapport à 2017. Plus question de quitter l'Union européenne, plus question de quitter la zone euro et de revenir à l'écu, et plus question non plus de quitter l'espace Schengen. Elle devra aussi se prononcer sur la Cour européenne des droits de l'homme, même si on comprend en parlant avec ses équipes qu'il n'est plus question non plus de quitter la Cour européenne des droits de l'homme, contrairement notamment à Éric Zemmour qui veut quitter cette Cour européenne des droits de l'homme. On va y revenir parce qu'elle a évoqué la candidature d'Éric Zemmour tout à l'heure. Vous restez avec nous, on vous retrouvera dans la toute dernière partie de l'émission.
Laurence Saillet, c'est vrai qu'elle a beaucoup évolué. Il n'y a plus de volonté de rupture, disons, par rapport à l'Union européenne et ses instances à proprement parler. C'est peu dire, mais parfois elle a évolué au sein même de la même campagne, parce que je me rappelle que la dernière campagne présidentielle, dans le cadre de sa campagne, elle avait déjà changé d'avis, donc on va voir si d'ici l'élection, elle change encore. En fait, je pense que l'Europe, c'est pas un torchon dont on se sert pour le piétiner pour des enjeux électoraux. L'Europe, c'est une grande construction, et quoi qu'on en dise, même si c'est pas parfait, c'est ce qui nous protège dans de nombreux domaines, c'est ce qui a permis quand même une vaccination efficace, contrairement à ce que beaucoup disent. Donc je trouve qu'à chaque fois, prendre l'Europe en otage et aller à la course à l'échalote en disant « moi je veux plus de Schengen, j'en veux, tout compte fait, je veux l'écu et je reviens à l'euro », je trouve que ça montre, si vous voulez, toute son incohérence et son manque de colonne vertébrale sur ce sujet européen qui est de toute façon un sujet essentiel, car ceux qui pensent qu'on va pouvoir vivre au milieu de frontières embarbelées en revenant à l'isolement et au repli sur soi, à mon avis, contre la Chine et les États-Unis, ça va pas être une mince affaire. Bon, Charles-Henri Gallois, vous êtes beaucoup plus tranché sur la question, puisque vous présidez Génération Frexit. Tout est dans le terme. Enfin, on a bien compris. En gros, ce qu'elle a dit aussi ce matin, Marine Le Pen, et je vous fais réagir à cette petite phrase, c'est il n'y a pas de souveraineté européenne car il n'y a pas d'identité européenne. En gros, elle ne saura jamais se défendre face aux autres. Vous êtes d'accord avec ça ? Déjà, moi j'aimerais distinguer Union européenne et Europe, parce qu'on fait tout le temps la confusion. L'Europe, c'est un continent au milieu d'une civilisation. L'Union européenne, ce n'est rien d'autre qu'une organisation politique, comme il y en a eu d'autres. Et moi je pense que l'Union européenne, non, ne nous protège pas. D'ailleurs, sur la vaccination, le Royaume-Uni, d'autres pays, Israël, ont été bien plus rapides. L'Europe ne nous protège pas. Enfin, l'Union européenne contre les GAFAM, contre le reste, c'est tout le contraire. Elle nous expose. Et en fait, Marine Le Pen, j'ai du mal à comprendre son raisonnement. C'est-à-dire que d'un côté, elle va dire que oui, l'Union européenne nous affaiblit, ce qui est une réalité. Et après, elle va nous faire une proposition qui est la primauté du droit national sur le droit de l'Union européenne. Sauf que cette proposition, en fait, elle n'est ni applicable, ni bonne tactiquement. Pourquoi elle n'est pas applicable ? Parce que vous savez très bien, il y a déjà une jurisprudence au niveau européen, Costa Cimental au niveau national, Vabre, Nicolo, qui fait que la supériorité du droit communautaire, elle est reconnue. Et la problématique, c'est que si elle prend cette voie-là, c'est d'ailleurs la voie de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon, elle ne s'oppose pas seulement aux autres pays de l'Union européenne, ce qui est paradoxal quand on veut soi-disant rester à l'intérieur, mais elle va s'opposer aussi aux juges au niveau national. Et l'Union européenne, elle a tout son temps. Et en fait, on va arriver à une situation de blocage. Donc ce qu'elle prône est inapplicable et inopérant. C'est inapplicable. Et si vous voulez, on peut en reparler très longuement. J'ai beaucoup écrit là-dessus. C'est complètement inapplicable. Et je pense même en fait que d'un point de vue tactique, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou Éric Zemmour font une grande erreur. Parce qu'en fait, ils ont quelque part peur d'assumer le Frexit. Mais quand on propose une supériorité du droit national sur le droit communautaire, ce n'est pas autre chose que le Frexit, parce que l'Union européenne, ce n'est rien d'autre que du droit et des normes. Et si vous considérez, chaque pays considère que son droit national est supérieur, de facto, il n'y a plus d'Union européenne. Et je pense que tactiquement, il est bien plus intéressant et d'ailleurs bien plus démocratique de dire qu'on va arriver face aux autres pays de l'Union européenne, à la Commission, qu'on va renégocier les traités et après faire un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. On consulte les Français là-dessus, et là, les Français pourraient réellement trancher. D'ailleurs, il y a une pétition qui est pour obtenir un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, c'est référendum-ue.org. Et je pense que c'est très important d'avoir ce débat démocratique, parce que qu'on soit pour ou contre l'Union européenne, ça a beaucoup changé depuis le traité de Maastricht, qui est la dernière fois où les Français ont validé, et que l'on soit pour ou contre, si on est démocrate, c'est normal de consulter à nouveau les Français sur cette question qui évidemment est majeure. Alors on s'interrompt à nouveau et on va revenir à un extrait de ce qu'a dit Marine Le Pen, notamment quand elle s'en prend à Éric Zemmour, qui la copie et qu'elle encourage à trouver sa propre identité. De retour avec vous pour parler politique en cette dernière partie de 90 minutes info. On va revenir évidemment au discours de Marine Le Pen sur la thématique européenne. Marine Le Pen qui a dit tout le mal qu'elle pensait des institutions européennes en affirmant que l'Europe affaiblissait la France aujourd'hui, mais qui n'en a pas perdu de vue la politique à proprement parler et son candidat rival direct, si j'ose dire, en la personne d'Éric Zemmour. Bonjour Gauthier Lebray. Elle n'a pas été tendre avec Éric Zemmour et cette candidature qui la colle d'un peu trop près, selon elle. Oui, elle parle d'imitation et de parasitage qui est une forme d'hommage, évidemment. Il y avait beaucoup de second degré. Alors pourquoi elle dit ça ? Eh bien, parce qu'Éric Zemmour va faire comme elle d'abord. Il va présenter lui aussi ses propositions pour, ou plutôt contre, l'Union européenne. Mais lui, ça sera après le discours d'Emmanuel Macron demain. Ça se fera depuis Calais. Évidemment, c'est un déplacement très symbolique puisque Calais eh bien, est l'une des portes d'entrée des migrants qui quittent le sol français vers le sol
sol britannique. Et puis il y a un autre sujet qui oppose Marine Le Pen et Éric Zemmour. Marine Le Pen devait faire un grand meeting, elle le fera d'ailleurs, un grand meeting le 5 février à Reims, sauf qu'Éric Zemmour a lui aussi décidé d'organiser un meeting le 5 février. On ne connaît pas encore le lieu précis, même si ça pourrait être dans le nord de la France, du côté de Lille. Et donc, eh bien, ça agace l'ancienne présidente du Rassemblement national qui a lâché cette phrase amicalement. Je lui conseille de trouver sa propre identité, sa propre manière de faire de la politique. Merci beaucoup Gauthier, et on va l'écouter, Marine Le Pen, justement expliquer en quoi Éric Zemmour servait dans cette campagne, selon elle. Et ça pose la question que je pose en réalité depuis le début de la candidature d'Éric Zemmour. À quoi sert cette candidature, si ce n'est à dégager le terrain à Valérie Pécresse pour lui permettre d'être au second tour, si j'en crois l'aveu qui en a été fait par Éric Zemmour dans une émission récemment, en disant qu'il souhaitait que Valérie Pécresse lui donne des parrainages, car s'il n'avait pas ces parrainages, alors Valérie Pécresse ne pourrait pas être au second tour de l'élection. Je me suis arrêté là. Vous voyez, Monsieur Torres, quand on a un aveu tel que celui-là, moi j'étais avocat pendant longtemps, quand on a un aveu tel que celui-là qui est exprimé dans une enceinte, en règle générale, on dit « Merci, Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions ». César, pendant longtemps, elle a évité quand même de faire référence à Éric Zemmour. Là, c'est fini, hein. On tire à boulet rouge sur celui qui s'est un petit peu tassé quand même dans les sondages ces dernières semaines. Effectivement, il se marche un peu dessus, et puis Zemmour est en train de redescendre, de ce que je crois comprendre. Donc voilà. Après, sur l'Europe, Marine Le Pen, je pense qu'elle n'a pas vraiment de politique. Effectivement, elle a beaucoup changé depuis 2017. C'est quand même assez vague. Et je pense qu'in fine, cette Europe... effectivement, elle n'est pas forcément obligée de prendre la forme de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on diabolise beaucoup les choses, mais l'Europe des nations dont elle se réclame, c'est quand même une idée qui n'est pas nouvelle. On l'entendait encore chez Seguin ou chez Chevènement il y a encore 20 ans, qui était ni qualifié d'extrême droite, ni qualifié d'extrême gauche. Même le Brexit, je lisais quelque chose d'intéressant, un entretien dans l'Express des économistes Landier et Tesmar, qui racontait qu'un économiste expliquait que le Brexit, finalement, ça serait peut-être que 2% de PIB de perdu à la fin. Mais voilà, donc on peut imaginer des configurations très diverses. On peut imaginer aussi du libre-échange sans les institutions. Après, je pense que c'est une question de valeur. Moi, je tiens à l'Union européenne. Je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que c'est intéressant face aux défis climatiques, face aux défis du numérique. Je pense qu'on peut imaginer des choses en termes de révolution, même de mettre en place une propriété privée sur les données personnelles. C'est quelque chose qu'on pourrait faire à l'échelle européenne. Sur le prix carbone, on peut avancer à l'échelle européenne. Je pense que depuis l'accélération de la mondialisation au XVe siècle, en fait, c'est à ce moment-là qu'on a eu des États-nations très forts qui se sont mis ensemble. Donc je pense qu'on est un peu à contre-courant, mais c'est un débat de valeurs. Jean-Sébastien Ferjou, que retiendrez-vous de ce qu'a dit Marine Le Pen ce matin sur l'Europe et surtout de cette attitude qu'elle adopte maintenant vis-à-vis d'Éric Zemmour dans cette campagne ? Sur Éric Zemmour, je crois que Marine Le Pen, effectivement, a changé de stratégie. Il me semble qu'Éric Zemmour lui a fait remarquer pendant la période des fêtes, qu'il ne l'attaquait plus, lui, alors qu'il s'était montré très dur. Vous vous souvenez, quand il disait « moi je lis des livres, elle s'intéresse qu'à ses chats », etc. Marine Le Pen a ignoré effectivement l'offre de trêve en creux et elle tape sur Éric Zemmour parce qu'elle constate tout simplement que là où il était en position très menaçante pour elle, il l'est moins en l'état, en tout cas dans les sondages. Après, sur l'Europe, je pense que Marine Le Pen, elle essaie de surfer sur le sentiment, d'ailleurs, non pas eurosceptique des Français à proprement parler, parce que les études d'opinion, les Français sont peut-être plutôt euro-grognons. C'est-à-dire, ils ne sont pas satisfaits du fonctionnement de l'Europe. Ça ne veut pas dire qu'ils doutent. Ils veulent renégocier certains traités. Ça n'enlève rien au fait qu'on pourrait toujours faire des référendums. Il est toujours utile de poser des questions dans des démocraties, mais enfin... En tout cas, il semblerait que les Français ne veuillent pas sortir de l'Europe. Mais surtout, elle est confrontée finalement à la difficulté qui est celle de tous les gens qui parlent de l'Europe. C'est qu'en quelque sorte, pour parler de manière triviale, on est un peu le cul entre deux chaises. C'est le fameux triangle d'incompatibilité qui est décrit par Danny Rodrik, cet universitaire de Harvard, qui dit on poursuit 3 objectifs en même temps, on ne peut en avoir que 2 sur les 3. Les 3 objectifs, c'est la démocratie, la souveraineté nationale et une intégration économique. Parce que si vous avez la démocratie et l'intégration économique, mécaniquement, il faut que le contrôle démocratique
politique s'exerce à un niveau supra-étatique, à un niveau donc fédéral. Si vous voulez garder la souveraineté nationale et l'intégration économique, vous renoncez à la démocratie, vous êtes dans un système justement où le contrôle démocratique est assez faible. Bref, vous avez compris la logique. Après, moi je trouve que ce qui est dommage avec l'Europe, ce n'est pas le fait qu'elle existe. Moi je suis attaché aussi et à la civilisation européenne et à la construction politique, c'est qu'on ait fait une erreur tragique depuis Maastricht en considérant que l'économie devait être la voie pour construire l'Europe, là où on avait besoin de construire une Europe politique. C'est difficile. Une réaction à ce qu'il a dit. L'identité française nationale, elle est très récente. Jusqu'en 62, on avait un empire colonial, des colonies, des sujets. C'est quelque chose de très nouveau qui a été construit par un récit politique construisant une souveraineté et une nationalité européenne. Laurence, un dernier mot. Mais il y avait des guerres civiles même. Le duel Le Pen-Zemmour, duel au soleil, comme on dit, avec, je pourrais dire, presque un peu d'amusement pour deux personnes qui se disent ne pas être dans le système politique, alors qu'en fait, ils ne pensent qu'à leur propre intérêt, puisqu'ils partagent pratiquement les mêmes idées, mais pour aller eux-mêmes vers cette candidature, ils sont prêts à s'entretuer. Charles-Henri Je pense qu'il faut être honnête avec les Français. On sait très bien que l'Union européenne est complètement irréformable. Il faut l'unanimité. Donc l'Europe des nations passera par une destruction de l'Union européenne. Merci à tous les quatre d'avoir ramassé votre propos, y compris dans cette dernière partie. Dans un instant, le Zap politique, et puis vous retrouverez bien sûr un petit peu plus tard Laurence Ferrari et ses invités pour le début de Punchline. Je vous dis excellente soirée sur notre antenne et à demain, 15h30 pour une nouvelle édition.